Il est 14 heures. Je ne sais pas si on me donne le top tout de suite ou on attend encore un petit peu. Ou comme c'est du streaming et puis il y a des choses qui arrivent derrière, je crois qu'il faut y aller. Hein, c'est le mieux, d'accord. Bienvenue dans cette conférence qui va traiter de la robotique intelligente. Merci d'être là aujourd'hui. On accueille Sacha Stojanovic, Bonjour. qui est fondateur et dirigeant de Meanwhile, hein, qui fait de la robotique mobile, on reviendra dessus. Et puis Rémi Agier de Visual Behavior, qui travaille Bonjour. sur des systèmes de vision intelligents à base d'intelligence artificielle, mais il nous en dira plus rapidement. L'idée en fait de cette conférence, c'est de revenir. Bon, vous avez visité le salon, j'imagine tous ce matin, en tout cas en partie. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de solutions de robotique, beaucoup d'intelligence un peu partout. C'était l'occasion de revenir dessus, savoir où on en est sur ces technologies, savoir où on va. Et puis c'est aussi un échange avec les deux chefs d'entreprise qui sont ici pour savoir finalement ce qu'ils pensent de l'évolution de ces systèmes intelligents, de l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on va. Ce sont des avis, on ne sera pas forcément exhaustif sur tout. On a 1 heure. Quand on a préparé déjà l'intervention, je peux vous dire que ça a duré plus d'1 heure et on a fait qu'effleurer le sujet. Donc on va essayer d'être vraiment concis. Et si on a un tout petit peu de temps, on essaiera de passer le micro pour des questions en mode échange. Voilà, et puis on essaiera d'éclairer un petit peu, en tout cas d'échanger. Vous avez aussi vos avis, votre avis sur la question. Rapidement, moi je suis Frédéric Hélin du cluster Coboteam. Le cluster Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cluster robotique de la région. Auvergne-Rhône-Alpes donc. Juste 3 chiffres. Sur la filière robotique régionale, c'est plus de 500 entreprises qui sont identifiées comme contribuant à la robotique, des roboticiens, des constructeurs de composants et de sous-ensembles. Par exemple, Rémi en fait partie dans notre segmentation. Des constructeurs de robots, de solutions robotiques comme Meanwhile par exemple. Donc plus de 500 entreprises qui représentent, parce que c'est sur plusieurs filières, évidemment c'est de l'intégration, beaucoup la robotique, plus de 19 000 emplois en région qui contribuent à cette filière et c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés. Il peut y avoir de la refacturation entre les acteurs, mais en tout cas il y a du flux. Et évidemment, tous ces chiffres sont en croissance. Et d'autant plus maintenant avec les prochains programmes qui sont annoncés, notamment du gouvernement, sur la réindustrialisation, la relocalisation, qui passent beaucoup par des outils intelligents, notamment la robotique et l'IA. Je vais laisser nos invités se présenter. Sacha est à côté de moi, Sacha Stojanovic. Qui êtes-vous? Alors en fait, je les connais tous les deux, donc je vais les tutoyer. Ce sera plus rapide, comme ça il n'y aura pas de confusion. Qui es-tu, Sacha? Donc Sacha Stojanovic, donc je suis le président fondateur de la société Meanwhile, créée en décembre 2017, spécialisée en robotique mobile autonome, c'est-à-dire de dernière génération. Personnellement, j'ai une expérience de plus de 25 ans dans la robotique et on va dire une petite dizaine d'années dans la robotique de nouvelle génération, dite intelligente. Je suis passé par un parcours universitaire technologique, puis je me suis perdu dans les méandres de l'EM Lyon et pour finir à Sciences Po Paris, où j'ai écrit plusieurs mémoires, notamment un sur la robotique humanoïde, dont le titre est Robot humanoïde, pourquoi tiens-tu tant à exister? Avec un regard assez critique, on va dire, sur la robotique humanoïde. On pourra en revenir, même si le sujet, on aura peu de temps pour l'aborder, mais quand même c'est important sur ta trajectoire et par rapport à ton parcours. Rémi Agier, qui es-tu? Qui je suis? Du coup, Rémi, j'ai fondé Visual Behavior en 2020. L'objectif de Visual Behavior, c'est de faire de la compréhension de scène pour la robotique. J'aime bien dire, nous on n'essaie pas de rendre les robots plus intelligents, on essaie juste de les rendre moins stupides déjà, c'est déjà une grande ambition. Et donc on fait de la vision artificielle, sous-entendu on essaye de faire en sorte que les robots arrivent à percevoir leur environnement, donc à comprendre ce qu'il y a autour d'eux pour pouvoir après faire la meilleure action. Sous-entendu, faire des robots qui savent faire des actions au millimètre, au micromètre près, ça fait des années qu'on sait faire, ça fait des dizaines d'années qu'on robotise l'industrie. Par contre, faire en sorte qu'ils fassent des actions intelligentes, ça dépend beaucoup de ce qu'on est capable de comprendre de la scène et de ce qu'on analyse. Et donc, c'est ce sur quoi on se focalise, à savoir l'observation de scène. Voilà. Donc on fait purement on fait pas de robots nous-mêmes, on fait que du logiciel, et ça a pour but d'être intégré dans toute une gamme soit de robots, de drones, peu importe. C'est vraiment fournir de la compréhension de scène aux robots. D'accord. Donc regard croisé, c'est qu'effectivement Sacha Stojanovic vient du monde de l'automatisme au départ. Tout à fait. Et tu es allé plus vers l'IA, plus vers l'intelligence, plus vers ces systèmes intelligents. Et Rémi, toi, tu as fait des études.
en IA notamment, et tu viens appliquer Il paraît. cette connaissance en IA, notamment à l'industrie, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et l'emballage, voilà, parce qu'on traite d'emballage aussi ici, donc c'est intéressant, et de logistique, de transitique. Bon, première question pour vous deux. Le sujet, c'est robotique intelligente. On va dire système intelligent, mais c'est quoi un système intelligent pour vous, Sacha? En quoi un système est intelligent? Est-ce qu'on l'a toujours considéré comme intelligent? Est-ce qu'ils sont intelligents maintenant, ils n'étaient pas avant? Comment tout ça s'est fait? Bon. Alors, très rapidement, et concernant uniquement la robotique, qui est mon expertise, mon domaine d'expertise, donc les systèmes, tout dépend de comment on définit l'intelligence, naturellement, mais effectivement, il y a une tendance, il y a une évolution. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que auparavant, je programmais, puisque j'étais un roboticien, je programmais des robots qui n'étaient pas forcément bien intelligents. Aujourd'hui, c'est vraiment totalement différent. Un exemple très concret, auparavant, lorsque je programmais un robot, un bras robotisé à bébé, Fanu, Coca, etc., vous approchiez de moi, vous me demandez, Sacha, que va faire le robot maintenant? Je regardais le contexte et au bout de 5 secondes, j'étais capable très précisément de vous décrire ce que le robot allait faire, dans quel ordre, à quelle distance, à quelle Et au vitesse. millimètre. Et au millimètre. D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'un des robots mobiles, notamment donc, dits intelligents, se présente devant moi et qu'il s'apprête à me contourner, je me tourne vers mes ingénieurs et je leur pose la question, il va me contourner par la droite ou par la gauche? Et mes ingénieurs me disent 2 choses. La première chose, c'est, Sacha, on ne sait pas. Donc ça, c'est quand même vachement surprenant. Et deuxièmement, on s'en fiche complètement. Ce qui nous importe, c'est 2 autres éléments. Un, que tu sois contourné en toute sécurité et que le robot effectue la tâche pour laquelle il a été dédié. Donc voilà la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération des robots dits intelligents. Ils sont non déterministes et non prédictifs. Et pour contourner Sacha, c'est une tâche aisément réalisable, je te rassure encore. J'ai pris un peu de poids. Voilà. Rémi, comment les robots de Sacha contournent intelligemment Sacha? Hein. Moi, je fais que de la nouvelle génération, donc j'ai jamais programmé l'ancienne génération. Voilà. Mais en fait, c'est là où ça ressemble beaucoup à l'humain. C'est que au lieu de se dire je vais programmer justement un contournement par la droite et dire un contournement par la droite, c'est je vais tourner mon corps de 90, j'avance, je tourne dans l'autre sens et je contourne. C'est plus, on lui apprend à contourner. Sous-entendu, on lui donne en entrée ce qu'il a besoin de savoir. Il y a un humain à tel endroit, en 3D, à 2 mètres devant moi par exemple, et on lui dit juste il faut que tu le contournes en passant au minimum à 1 mètre, et lui il va faire sa propre trajectoire avec plusieurs trucs, avec ce qu'il a observé de l'extérieur, ce qu'on appelle le contexte, et aussi avec les règles qu'on lui a mises. Mais les règles, c'est pas je fais des tournants de 90 degrés, c'est directement je sais que je peux aller dans telle direction, je peux accélérer de telle manière, et c'est lui qui déroule, on va dire, ses habitudes, un peu comme un humain qui a des réflexes et qui réfléchit pas à ce qu'il fait. Si je dois saisir un téléphone, je réfléchis pas à la trajectoire de ma main, je me dis juste saisis le téléphone. Et bien de la même manière, le robot va trouver la meilleure trajectoire pour contourner. Je reviens à une question sur Sacha. Finalement, il y a quelques années en arrière, quand tu étais programmeur de robots, automaticien, tu programmais ces robots au millimètre. Et maintenant, finalement, il y a une intention. On leur inculque une sorte d'intention. Ils ont un objectif et puis ils se débrouillent. Mais finalement, à l'époque, tu étais capable de dire en combien de temps le mouvement allait se faire. Alors que maintenant, finalement, si tu ne sais pas comment le robot va se déplacer, va exécuter son action, finalement, cette notion de temps, elle est plus aléatoire. Et en quoi, pour des industriels qui sont ici, ils peuvent s'y retrouver en termes de productivité, en termes d'assurance que les choses seront réalisées? Est-ce qu'il faut plutôt avoir une approche statistique, une approche de confiance? Alors ça, la machine, on a plutôt intérêt à ce qu'elle soit plutôt intelligente. Est-ce qu'il faut lui faire confiance? Est-ce qu'il faut lui taper dans le dos en disant vas-y, on te fait confiance? Alors, confiance, je ne sais pas, une approche statistique, oui, empirique, je dirais même. C'est que par expérience, nourri de l'expérience de ceux qui maîtrisent aujourd'hui la robotique de nouvelle génération, nous sommes capables de vous dire en moyenne en combien de temps, effectivement, un objet va être livré par le robot mobile à un tel endroit. Par contre, nous ne nous engagerons jamais, comme ça l'a été auparavant, sur le robot part à midi 5, 30 secondes et il arrivera à midi 6 et 15 secondes.
Par contre, ce sur quoi on va s'engager, c'est l'objet sera livré. D'accord? Et il sera livré même s'il y a du monde sur le trajet, puisque les obstacles, comme l'a si bien décrit Rémi, seront contournés. Et imaginons qu'un couloir soit totalement obstrué, l'intelligence va jusqu'à le couloir est obstrué, donc je prends un autre couloir, je fais demi-tour et je prends un autre chemin. Je mettrai certes 1 minute de plus, mais la livraison aura lieu. Rémi, je ne sais pas. Ouais, enfin, pour le coup, il y a un nouveau monde. Effectivement, avant, on était dans un monde de garantie où on disait 100% du temps, ça va mettre tel temps et voilà. Sauf qu'on mettait des hypothèses et des contraintes sur pour y arriver, il y a telle et telle contrainte. Donc dans le monde réel, jamais. En théorie, tout se passe bien et dans la pratique, c'est pas le cas. Et donc, en fait, on garantissait des temps de cycle ou des choses comme ça quand tout allait bien. Sauf que le fait est qu'avoir quelqu'un qui oublie une palette au milieu du chemin ou des choses comme ça, en fait, la solution, c'était nous, on garantit que c'est bien tant qu'il n'y a pas de palette. Mais le monde réel, c'est qu'il peut y avoir une palette qui traîne. Donc, on n'est plus dans le monde des garanties tout se passe bien, mais en fait, dans des conditions que je ne peux jamais garantir dans mon usine, peu importe, mais c'est aussi le cas dans tous les secteurs. Mais au contraire, c'est comme dit Sacha, c'est plus statistiquement, ça va bien se passer. Donc oui, à première vue, en première lecture, on passe d'un monde de 100% à un monde de, je sais pas, 95% ou autre chose comme ça. Mais en fait, on englobe beaucoup plus de choses. En fait. Perçu, c'est ça, ouais. Perçu. Mais par contre, pour l'opérationnel qui, lui, va faire des stats sur le mois de fonctionnement, ça n'a rien à voir. Parce qu'il il aura moins de temps d'indisponibilité qui, pour la garantie 100%, ne fait pas partie du temps opérationnel. Et là, au contraire, on prend tout en compte et on essaye de s'en sortir, même dans ces cas où il devrait y avoir de l'indisponibilité. D'accord. Je reviens un petit peu sur ces systèmes intelligents. Là, c'est vrai que on connaît ça. Enfin, le terme intelligence artificielle qui a été parfois un peu galvaudé, etc. On le connaît depuis longtemps. On sait que c'est arrivé un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire ou en tout cas en dents de scie, ou en tout cas avec un certain nombre de plateaux. Ça dépend si on le voit d'un point de vue de la communication, ou d'un point de vue de la technologie. Mais effectivement, parfois on a cru qu'on y arrivait. Je me souviens avoir eu des lectures où dans les années 60, quand on travaillait sur des gros mainframes, des gros ordinateurs, on s'est dit c'est bon, les ordinateurs sont là, c'est une affaire pliée en 3-4 ans, cette histoire d'IA. Finalement, ça a été un peu plus long que prévu. Dans les années 90, on est revenu dessus, puis après c'est reparti. Et là, on revient dessus et c'est quand même sacrément à la mode. J'ai quand même l'impression que là, ça va un peu rester. Qu'est-ce qui fait que maintenant c'est bon et que c'était pas bon avant et qu'on peut même l'envisager dans des contextes industriels où il faut de la productivité, où il faut de la qualité, de l'efficacité? Alors, bon, au niveau robotique, on va. C'est pas que c'était pas bon avant et que ça l'est aujourd'hui. C'est bon par palier. C'est-à-dire qu'on en parlait, Frédéric, on parle de crantage. C'est-à-dire qu'effectivement, on va cranter à chaque niveau. Enfin, je vous laisse juste imaginer, parce que si vous voulez, il faut toujours s'intéresser quand même à l'histoire et remonter l'histoire. Enfin, l'apparition du premier robot industriel, au départ, qui aujourd'hui ça semble totalement anodin. C'est-à-dire quand vous voyez un robot industriel de 50 ans en arrière, c'est bien d'un demi-siècle dont on parle. À l'époque, c'était juste une invention, on parlait plus d'invention qu'une innovation à l'époque, une invention extraordinaire. Et où les personnes, toujours en perçu, au niveau de la perception, imaginaient de quelque chose qui était extrêmement intelligent, alors que c'était tout simplement séquentiel. D'accord ? Et effectivement, au fur et à mesure, les différents algorithmes étant de plus en plus complexes, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui nous permettent d'utiliser ces algorithmes complexes, font qu'effectivement, on crante au fur et à mesure, et à chaque fois, on arrive à des nouveaux paliers avec des nouvelles possibilités qui répondent à des besoins auxquels on n'arrivait pas à répondre précédemment, tout simplement. Je suis d'accord, Rémi, c'est à peu près ça. En fait, si on élargit à l'IA, c'est vrai que là, c'est de l'IA appliquée à la robotique de manière générale. Si on élargit à l'IA, en fait, toute la réponse est dans ta question de c'est bon. Ça veut dire quoi? C'est bon. Et en fait, si quand on regarde 20 ans en arrière, on se dit mais en fait c'était basique et c'était pas du tout bon, même si à l'époque ils considéraient que c'était génial, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on avance. De base, si on se trouve stupide il y a 20 ans, c'est que souvent on va dans le bon sens. Au contraire, si on trouvait que les choses qui il y a 20 ans étaient géniales, et ça voudrait qu'on stagnait. L'exploration spatiale, quand on dit aller sur la Lune il y a 50 ans, c'était génial et c'est toujours génial, c'est un peu triste pour l'exploration spatiale. Voilà. L'avantage de l'IA, c'est que c'est pas le cas.
en fait, tous les 10 ans, tous les 20 ans, rétrospectivement parlant, si on regarde, on trouve ça basique. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer à chaque fois et qu'effectivement, on atteint de nouveaux paliers. Alors après, je ne sais pas où est-ce qu'on met la barre de c'est bon au final, est-ce que tout est parfait, mais en tout cas, ça avance et comme dit Sacha, d'un point de vue pratique, on résout des problèmes au fur et à mesure et on avance dans la résolution de problèmes, quoi. Justement, d'un point de vue pratique, là, dites-nous un peu quels sont les problèmes que vous arrivez à régler avec vos technologies. Quelques exemples peut-être applicatifs de ce que vous maîtrisez, Sacha, en robotique mobile. Quels sont les secteurs d'application? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Je ne te demande pas d'insister sur ce qui ne fonctionne pas trop, mais peut-être ce qui fonctionne particulièrement bien au moins. Voilà. La liste n'est pas la même. Voilà. Alors, je vais donner un exemple très factuel et dans le contexte actuel, on va dire vraiment très parlant. Nous, Meanwhile, nous avons plusieurs secteurs d'activité, dont les établissements de santé. Donc, nous fournissons des robots mobiles dans les hôpitaux. Donc, a priori, c'est complètement antinomique, mettre des robots dans les hôpitaux avec des infirmiers, des infirmières, vous imaginez. Sauf que, concrètement, un de nos robots, qui est l'Exupimed, par exemple, est capable de réaliser en 1 an l'équivalent de 17 millions de pas d'un personnel de santé. Si vous avez 2 Exupimed dans votre hôpital, ils parcourent sur l'année 26 000 km. Pour faire 26 000 km, ça voudrait dire qu'un infirmier ou une infirmière commence à marcher le 1er janvier à minuit et s'arrête de marcher sans boire, sans dormir, sans manger le 31 décembre à minuit. Donc, en mettant 2 robots, tout simplement, vous libérez du temps à tout le personnel de santé de l'hôpital qui, au lieu d'aller chercher quelque chose ou transporter quelque chose, est à côté du patient ou de la famille des patients. Tout simplement, je peux vous dire que pour le personnel de santé, et encore plus aujourd'hui, c'est tout simplement vital. Ils sont installés où ces robots? À quel endroit? Alors, le CHRU de Nancy, le CHU de Nantes, le CH de Cholet. Le CH de Cholet, j'aime bien l'exemple parce que c'est un robot qui est utilisé quasi 24/24, sauf le temps de recharge, naturellement. Il va transporter en priorité en journée les poches de chimiothérapie qui sont préparées dans le service de chimiothérapie en sous-sol, donc à l'étage au service de chimiothérapie. Lorsqu'il n'y a pas de mission prioritaire, les 6 étages supérieurs, les personnels de santé ont l'autorisation d'aller demander des médicaments que le robot va chercher à l'autre bout de l'hôpital dans la pharmacie centrale. Et la nuit, le robot change de colonne dans le bâtiment et fait le lien entre les urgences et le plateau de diagnostic. Et donc vous imaginez juste, pour le personnel de santé, enfin, c'est fantastique, quoi. Ce sont devenus nos meilleurs défenseurs, en réalité. Et pour l'industrie? Alors pour l'industrie, je vous donne un exemple. Alors c'est plus confidentiel, parce que les industriels n'aiment pas trop que l'on parle de leur sujet, naturellement, parce qu'ils sont beaucoup dans l'innovation. Je ne demanderai pas où. Mais il y en a un qui nous a donné l'autorisation. C'est d'ailleurs notre premier client en 2018, le groupe japonais Jitect, qui a aujourd'hui 2 Exupi Lift dans une usine proche de Lyon dont l'atelier fait 10 000 m² et où les 2 Exupi Lift vont aller collecter et décharger de manière totalement automatique des bacs, ce qu'on appelle des bacs euronormes de 25 à 35 kg à 100 points différents dans l'usine. Ce qui fait que les opérateurs bord de ligne, qui auparavant étaient contraints de récupérer le produit, de le transporter 25 kg à bout de bras, de l'emmener à un autre collègue qui se trouve 50 mètres plus loin, ils restent au bord de ligne. Et l'intérêt pour le client, c'est qu'ils augmentent le taux de rendement synthétique, le TRS. Alors je ne peux pas vous dire de combien de pourcents, je le sais, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Et pourquoi ils arrivent à augmenter le TRS? Parce que tout simplement, ils diminuent le MTTR, le MTBF des lignes de fabrication, puisque la ligne de fabrication tombe beaucoup moins souvent et beaucoup moins longtemps en panne, puisque l'opérateur est toujours sur sa ligne de fabrication. Voilà, ça c'est très concret. Et pour ces 2 exemples, en fait, où étaient les difficultés? Donc il y a des mécanismes de navigation, le robot définit une trajectoire. Comment se débrouille-t-il finalement pour parcourir les couloirs d'un hôpital ou se retrouver finalement dans une usine qui est à la fois très mobile, changeante?
Bon, alors ça, on va dire, c'est surtout grâce à l'intelligence de Rémi et de tous ses collègues. Nous, on n'est que roboticiens, on utilise ces intelligences-là, d'accord. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Après, voilà, on va rajouter des couches métiers pour faire les liens. Pour vraiment que vous ayez la compréhension par rapport à ta question, on a deux exemples qui sont quand même pas diamétralement opposés, mais qui sont différents. L'hôpital, qui aujourd'hui n'est pas encore prêt à une automatisation complète parce que voilà, il y a des problèmes d'organisation et d'infrastructure, mais on va dire surtout d'investissement. Le robot délivre et va chercher, et le chargement et déchargement est manuel, d'accord. C'est-à-dire que les liens sont faits entre le personnel de santé et la machine. Le robot va appeler le bloc opératoire pour dire je suis arrivé. Il n'a pas le droit de rentrer dans le bloc opératoire. Et c'est l'infirmière de bloc qui sort pour récupérer, d'accord. Et donc du coup, on avait surtout des problèmes, des enjeux, on va dire, au niveau flux logistique et comprendre comment comment intégrer le robot mobile dans un flux déjà existant. À l'inverse, chez Gitect, vous imaginez, c'est une usine, donc équipementier automobile, donc full automatisé, full robotisé, avec des systèmes, des architectures informatiques hyper évoluées. Là, les enjeux étaient surtout sur comment aller se brancher à l'infrastructure informatique pour aller au plus près du MES, capter les demandes et ramener au MES toutes les données, tous les bacs, à quel endroit ils se trouvent, où est-ce qu'ils ont été transportés, en combien de temps. Voilà. Oui, parce que ces robots qui circulent dans l'usine ou qui circulent dans l'hôpital, est-ce qu'ils ont leurs propres interfaces pour qu'on les sollicite? Est-ce que parfois ils prennent des ordres de mission d'autres systèmes? C'est ce que tu expliquais là à l'instant avec le système MES. Finalement, le robot est quasi autonome pour prendre l'initiative, non, mais pour recevoir des ordres du système plus général, sans finalement rajouter des interfaces à déjà un système d'information complexe dans l'usine. Alors, à mon sens, il faut pouvoir proposer une complète possibilité à nos clients. Ça veut dire que nos clients doivent pouvoir, à un instant T, mais pas seulement à un instant T, il doit pouvoir également évoluer dans ses process, sur la manière dont il va interagir avec les robots mobiles. Et donc, pour cela, il est important de toujours faire attention, de bien acquérir des robots mobiles qui donnent la possibilité de communiquer avec ces robots mobiles de multitudes de façons. Alors, quand on dit de multitudes de façons, c'est tous les protocoles de com possibles, imaginables aujourd'hui utilisés et sécurisés naturellement, mais également une interface homme-machine, un bouton, un bouton sur un écran, d'accord, un écran tactile, des capteurs qui vont directement communiquer et envoyer des ordres aux robots, l'architecture informatique, mais l'hôpital, quand on regarde l'hôpital, c'est le téléphone, le badge du personnel de santé, qui est le badge de l'hôpital. On ne va pas naturellement leur rajouter un deuxième badge. Donc voilà, il faut vraiment qu'on donne le maximum de possibilités, parce que dans ce sens-là, déjà, il y a un niveau d'acceptabilité de la part des utilisateurs qui est maximum. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Et également, il y a une possibilité de flexibilité pour, on va dire, celui qui investit dans la solution, qui fait que demain, il pourra changer sa manière de procéder et d'utiliser les robotiques mobiles. Rémi, quels sont les cas concrets d'usage de la science maîtrisée par Visual Behavior? J'allais justement partir sur quelque chose de pas concret, mais... Alors, mais commence par là, puis je te ramènerai sur le concret. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a une énorme différence avec la robotique d'aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était à l'usine, l'homme, de s'adapter au robot, alors que maintenant, c'est l'inverse, c'est le robot qui s'adapte à l'humain. Sous-entendu, avant, ça veut dire qu'il fallait, si vous choisissiez une solution robotique, il fallait construire l'usine autour, quasiment. Oui. Et c'est encore ce qu'il y a encore un petit peu sur les espaces de stockage, où, par exemple, les étagères et les robots sont faits pour ça. Ou les industries qui gèrent de la grande série. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, et un robot mobile, par exemple, où il y avait une ligne au sol qu'il fallait suivre, il fallait personne sur la ligne, ce qu'on disait tout à l'heure, sinon le robot il s'arrête. Et donc ça veut dire qu'il faut gérer tous les flux de personnes en fonction. Là c'est l'inverse, c'est que le robot est capable de s'intégrer, on va dire, dans les usines et d'être au plus proche, ce que disait Sacha par exemple dans les hôpitaux, mais au plus proche de l'humain et d'assister l'humain. Et finalement j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la définition et l'idée qu'on avait de la robotique au tout départ, qui est une assistance à l'humain et non l'inverse. Et on a beaucoup parlé d'aliénation avec la robotique en usine dans les années, il y a 40 ans, on va dire, parce que justement, c'était
c'était l'humain qui chargeait et déchargeait le robot à la chaîne et qui finalement suivait la cadence du robot. Alors que maintenant, c'est le chemin inverse. Et du coup, si je reviens vers le concret, des exemples de ça, c'est par exemple quand on veut faire du picking de colis ou de produits, par exemple. Sous-entendu, j'ai un robot qui doit saisir un colis parce que j'ai un vrac, un tas de colis et je veux les séparer en colis individuellement. Avant, la solution, c'était de dire, il me faut un standard de colis, il me faut qu'une taille de carton et je gère cette taille de carton. Sous-entendu, il fallait s'adapter au robot. Maintenant, on a la capacité de gérer des dizaines de milliers de références et d'avoir un robot qui est capable de s'adapter en disant, ce colis, je ne l'ai jamais vu, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le prendre et je vais pouvoir le poser. Si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur ça marche à 100%, mais sur un cas particulier, nous, on travaille par exemple avec DPD, donc la filiale de la Poste qui gère les hubs logistiques. Eux, ils ont des super chaînes automatisées aujourd'hui qui marchaient à 100%, mais pour le colis normé. Sous-entendu, tous les colis qu'on appelle hors normes, qui avant étaient ultra rares, mais qui, à cause ou grâce au e-commerce, deviennent beaucoup plus prépondérants. L'échange entre particuliers, etc. Ouais, c'est ça. Maintenant, on expédie des pneus par la poste, quoi. Enfin, ça devient compliqué à passer sur un petit tapis roulant qui est fait pour gérer de l'expédition de livres, entre guillemets, quoi. Et donc, en fait, la solution d'avant marchait à 100%, mais finalement parce qu'on ne voulait pas regarder le colis hors norme. Alors que maintenant, justement, la robotique a la solution de dire, il y a un colis hors norme, par exemple, en sortie de camion, sur quai, et je peux amener un robot autonome, un AGV, qui charge le colis et qui va le décharger parce qu'on lui a donné la mission d'aller le décharger ailleurs. Voilà. Et là où l'intelligence change, c'est qu'elle est capable de s'adapter à une multitude de situations. Donc on parle par exemple d'une multitude de colis, une multitude d'objets et une multitude de situations, sous-entendu sur le chemin. Il peut y avoir des humains, je ne suis pas obligé de foutre tout le monde à la porte parce qu'il ne me faut personne dans mon champ de vue. Et je peux collaborer, entre guillemets, sous-entendu, passer entre les humains et les esquiver et collaborer avec eux. Là, actuellement, sur la programmation du robot, là, tu es venu, à un moment donné, tu as évoqué les usines qui sont robotisées depuis longtemps sur des grandes séries. Donc là, c'était la programmation telle que la faisait Sacha il y a quelques années encore. J'assume. Maintenant, fait, tout ce qui pouvait être robotisé de cette manière l'a été plus ou moins. On connaît ça depuis longtemps. Maintenant, on a des enjeux de réindustrialisation et l'industrie française, c'est essentiellement des PME, des petites entreprises. Ces petites entreprises, jusque-là, avaient des difficultés à se robotiser, oui, et à utiliser vos technologies parce qu'elles n'avaient pas forcément des roboticiens, je veux dire, à demeure. Est-ce qu'on peut penser qu'avec ces technologies, ces nouvelles formes de robotique, et notamment il y a des notions telles que la cobotique, la robotique de collaboration qui arrive, est-ce qu'on peut imaginer que ces entreprises, ces PME, les petites ETI auront la possibilité d'accéder plus facilement à l'automatisation et pas forcément pour, là on reviendra sur ce sujet parce qu'il est important, pas forcément pour remplacer leur personnel par des machines. Ouais. J'ai un exemple très intéressant pour ça, on a discuté avec une menuiserie. C'est une usine, mais qui est à l'opposé des usines de voitures où tout est propre. C'est au contraire, il y a du bois qui traîne de partout. Et souvent, c'est ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg. Sous-entendu, c'est toutes les usines qui font vraiment le tissu, surtout en France, et qui sont la multitude d'usines non normées, sous-entendu pas standardisées, où on peut mettre un robot. Et du coup, ça, c'est le premier point sur lequel on peut jouer. Et le deuxième point, c'est le coût des robots aussi. Aujourd'hui, c'est souvent des investissements qui sont très chers parce qu'ils ont beaucoup de capteurs et moins l'environnement est standardisé et plus ils sont chers. Et nous, pour ce qu'on développe en intelligence artificielle, le but c'est de réduire le coût des capteurs. Il y a deux solutions pour réduire le coût d'un robot, c'est réduire le coût des capteurs et le deuxième que j'ai pas cité, c'est faire en sorte que le robot puisse faire de plus en plus de choses. Ce que disait Sacha, c'est que le robot en hôpital, s'il est obligé de s'éteindre 12 heures par jour parce qu'il n'est pas capable de passer à sa deuxième tâche, forcément il va coûter, son ROI sera 2 fois plus long. Alors que s'il est capable de s'adapter et de changer de mission comme ça du tac au tac, en fait, on réduit son coût perçu parce que en fait, le coût de cette tâche, il est pris en compte que la moitié du temps et le robot est valorisé l'autre moitié du temps. Et c'est là-dessus, je pense qu'on peut vraiment atteindre tout le tissu des PME et des petites usines, entreprises qu'il y a en France sur des robots qui sont très flexibles parce qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir un robot 24 heures sur 24 sur une tâche donnée. Par contre, si on a un robot suffisamment généraliste pour pouvoir s'adapter aux différentes tâches, aux différents cycles, aux différents moments, là, on a quelque chose qui est pertinent. Ouais. Donc ça veut dire qu'on demande aux industries et aux petits industriels, paradoxalement, d'être très agiles. Donc c'est très dur. Ça veut dire que c'est un outil qui doit être forcément très agile. La robotique est très agile, de plus en plus agile. Alors,
Oui, la robotique est de plus en plus agile. Alors après, il ne faut pas oublier qu'en France, on a peut-être un tempérament qui est un peu différent de certains d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, hein, si on regarde ce qui se passe proche de nous, où ces pays-là, en termes de robotique, sont bien plus robotisés que la France, hein. Donc est-ce que c'est juste une mauvaise volonté, une mauvaise compréhension, un niveau technique de la part des utilisateurs qui est... alors peut-être ils ne se pensent pas au niveau technique, hein, tout simplement, par rapport à nos voisins européens. Moi, j'avoue, je n'ai pas cette compréhension-là. J'ai essayé d'analyser la chose. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi un pays comme la France, où on est bourré d'ingénieurs, bah, on est moins robotisé qu'un pays comme l'Italie ou l'Allemagne. Je veux dire, franchement, je pense que au niveau compétences technologiques, excusez-moi de l'expression familière, mais c'est kiff-kiff, quoi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui apparaît une nouvelle génération de robotique. Je ne pense pas que cette génération de robotique va remplacer l'ancienne génération. D'ailleurs, c'est peut-être pas, on va dire, forcément intelligent de dire plutôt complémentaire. Voilà, ancienne et nouvelle, différente. Ça va être complémentaire. Et ce qui est sûr, c'est que certains qui se posent la question sur est-ce que des PME, hein, notamment, comme tu dis Rémi, tu as totalement raison, c'est à mon avis la force vive de la France, est-ce que je dois me robotiser? Je commencerai par me poser la question, est-ce que je dois me robotiser avec cette nouvelle génération de robotique? Sachant que par ailleurs, et Coboteam est très bien placé pour cela, Frédéric, c'est pas pour faire de la publicité pour Coboteam, pour accompagner, mais voilà, avec tout ce qui arrive comme subvention, comme financement de la part de l'État français sur ce thème-là, je pense que c'est le moment d'y aller à pieds joints lorsqu'on entend notre président parler d'aide financière pour la robotique avec la robotique intelligente ou avec intelligence artificielle. Je pense que c'est le moment ou jamais, quoi, tout simplement. Tu voulais Ouais, rajouter juste quelque un chose? point. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est nous, on a un peu dans l'intelligence artificielle, il y a un peu la même chose. C'est que c'est devenu énormément à la mode dans les années 2010 à peu près, avec la voiture autonome, avec beaucoup d'annonces comme ça. Mais finalement, ce que je trouve qui était le plus important derrière les annonces qu'il y a eu des gros GAFA américains qui voulaient tous faire la voiture autonome, c'est que les gens se sont rendus compte que l'intelligence artificielle existait et qu'elle pouvait résoudre des problèmes. Donc nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant ils ont entendu des choses à gauche, à droite, je veux du deep learning, je veux des choses comme ça. Et ce qu'on leur dit, c'est OK, parlez-nous de vos problèmes, parce que finalement, c'est la première fois qu'on les voit, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Et finalement, c'est rarement... Enfin, je dirais que c'est 50% du temps où on a réellement besoin des dernières technologies, mais il y a un gros 50% à côté qui, en fait, ça fait 15 ans que la technologie existe et qu'elle pourrait être employée, mais juste, c'était pas dans les mêmes cercles, les gens n'étaient pas au courant. Et je trouve que cette publicité qu'a fait tout le cloud, toutes ces choses-là, toute l'intelligence artificielle, ça a remis en main, on va dire, la technologie, et les gens reviennent nous voir en disant « Ah, j'ai entendu parler de ça, comment on fait ?» quoi. C'est intéressant ce sujet sur le fait que la France est moins robotisée qu'il y a eu le rapport Gallois nous le disait déjà à l'époque par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne. Après, il y a un début de réflexion. Après, vous partagerez ça avec moi hein, et vous aussi dans la salle. Est-ce que c'est pas justement du fait qu'en France, la structure de l'industrie en France, c'est beaucoup de PME, c'est beaucoup de petites entreprises. Alors, par exemple, en Allemagne, on sait que les ETI sont beaucoup plus développés. Et une ETI a la capacité d'avoir des roboticiens en interne ou des gens qui sont capables de faire de l'intégration, etc. et de planifier. Alors que nous, finalement, ce qui était considéré comme un handicap de notre industrie, c'était nos petites entreprises. Seulement, nos petites entreprises dont vous faites sans doute partie ici dans le public, c'est vous prenez des commandes le vendredi soir, mouton à 5 pattes pour livrer le lundi avec le maximum de qualité par des clients qui vous... Voilà, par des clients qui vous demandent un peu tout et n'importe quoi et qui vous font confiance. C'est vrai que c'est difficile de robotiser dans ce cas-là. Donc, moi, je finis ma digression sur la structure de l'industrie. Est-ce que ces nouveaux systèmes intelligents, cette nouvelle robotique, va permettre à ces sociétés qui ont ce type de contraintes et qui sont petites d'accéder à des outils de productivité, la robotique, l'intelligence artificielle, on pense que ça en fait partie, il y a même des fonds qui vont être débloqués pour ça, donc il y a un constat qui est commun, j'allais dire, mais pour vous, est-ce que vous pensez que ce sont des outils intéressants très concrètement en termes de productivité, parce que voilà, on est dans une compétition mondiale et que tu as dit qu'on avait beaucoup de cerveaux en fait en France.
et il faut finalement automatiser les autres tâches. Qui fuit. Qui fuit. Qui fuit, exact. Alors, moi, je vais parler de mon côté, parce que voilà, au niveau robotique mobile, à mon avis, de mon point de vue, c'est juste une question de volonté. Et quand je dis une question de volonté, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est de quelle manière je vais calculer mon retour sur investissement. Parce qu'un robot mobile, il y a un retour sur investissement. Par contre, ce n'est pas un retour sur investissement qui va se calculer de la même manière alors qu'une entacheuse, voilà, une ligne de production, parce que vous allez devoir y rentrer dedans, peut-être déjà que vous le faites d'ailleurs pour l'ensacheuse, les TMS, les risques psychosociaux, les accidents lorsque les personnes sont en train de courir dans les couloirs dans lesquels il y a de la coactivité avec des chariots à fourche. Le fait que si votre production, votre usine est ouverte, on va dire de 7h du matin à 19h, les robots mobiles peuvent travailler jusqu'à 22h le soir pour finir de ranger ce qui est à ranger et préparer la production du lendemain. Donc voilà, donc il y a toutes ces subtilités qui rentrent dans le calcul du ROI de manière directe et indirecte. Mais ensuite, lorsqu'on fait l'effort intellectuel de faire ces mesures-là et de les rentrer dans son calcul, naturellement, à chaque fois, on se dit « Ok, ça en vaut la peine ». Et très sincèrement, les chefs d'entreprise, les femmes et les hommes qui dirigent ces très belles sociétés, elles sont pas bêtes. Je veux dire, elles le savent très bien. Quand il y a un retour sur investissement, ils investissent. J'allais dire, ça veut dire que ce calcul était peut-être fait, a toujours été plus ou moins fait, mais peut-être que par rapport aux capacités des machines, le résultat c'était que c'était pas intéressant. Et peut-être qu'on a basculé, on est en train de basculer vers finalement ces machines commencent à être intéressantes. Et je parle là notamment de cette cobotique, par exemple cette robotique de collaboration ou des outils par exemple de vision industrielle qui sont de plus en plus performants, qui commencent à avoir un sens économiquement. Mais d'ailleurs c'est à peu près sûr, parce qu'autrement Rémi, tu n'aurais pas Visual Behavior. Mais en tout cas, on peut imaginer que la bascule est en train de se faire, et même dans certains domaines, par exemple sur la robotique mobile, elle est faite. Oui, la société a été créée en décembre 2017, premier client en août 2018. Alors depuis, je ne vais pas m'étaler sur les chiffres parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles, mais la société est largement partie avec plusieurs clients, avec des flottes de robots et dans plusieurs secteurs d'activité. Donc il y a une réelle, il y a une réalité, il y a une réalité technico-économique et avec un produit, et ça il faut vraiment, je pense, insister là-dessus, un produit pérenne et industriel. On n'est plus largement à la preuve du concept, tout ça c'est largement derrière nous, et aujourd'hui on parle vraiment de vraies solutions industrielles qui vont augmenter la productivité d'une manière ou d'une autre au sein de votre entité. On vient de faire un peu le tour, là, on va dire l'état de l'art de ce qui fonctionnait, ce qui était mature, ce qu'on pouvait espérer. Maintenant, je vais vous interroger un petit peu sur le futur. Rémi, pour toi, donc, alors l'entreprise est très jeune, donc entre le présent et le futur, des fois les choses sont un peu floues. On prépare le futur. Vous préparez le futur. Alors, on va dire, on a parlé là du futur de proximité. Ouais. Pour toi, qui travaille sur ces systèmes de vision, vers où ils vont en fait? Quelles sont les évolutions? Qu'est-ce qu'une amélioration? Quelles seront pour toi? Alors les ruptures, si tu le savais, ce serait déjà vu, je ne serais plus. Ici. Voilà. Mais tu serais là justement. Et il ne te dirait pas? Il ne le dirait pas tout de suite. On a des petits secrets comme ça. Mais voilà, pour toi, comment évoluent les choses dans ton métier et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes d'application à terme? Je ne sais pas, 2, 5, pourquoi pas 10 ans? Ouais, c'est une grande question. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est que je vous partage les intuitions qui me font. Les intuitions. Et en fait, il y a deux choses. Il y a une évolution technique et il y a l'évolution sociétale qui va avec. Et je ne pense pas qu'il y en ait une plus importante que l'autre. Pour le coup, c'est vraiment une coévolution et les deux vont ensemble. D'un point de vue technique, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de passer ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais ça va aller encore plus loin, c'est qu'on passe d'une robotique qui est spécifique à une robotique qui est générique. Alors, je vais faire le disclaimer que je fais à chaque fois. On est encore infiniment loin de Terminator. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et tant mieux. Mais en gros, on va arriver à des choses où ce qu'on dit dans l'usine aujourd'hui, le robot est capable de s'adapter, de changer de tâche, de changer de mission de livraison ou de pièce, par exemple, c'est quelque chose qui va se généraliser, mais qui va sortir de l'usine. Donc la question, c'est
qu'est-ce qui va se passer dans tous les autres secteurs, et notamment le tertiaire. Et là, on parle ça va de l'aide à la personne, de la gestion, je sais pas, dans les centres commerciaux, dans des choses comme ça, quoi. Et c'est là où il ne faut pas oublier que ça reste un outil. Et justement, c'est comment les gens s'en emparent. Par contre, mes intuitions, c'est que on est avide d'outils comme ça parce que c'est le sens du progrès, et c'est le sens du progrès humain, dans le sens où on améliore notre niveau de vie en faisant des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses que personne n'a envie de faire. On ne trouve pas des gens pour le faire, et c'est ça la réalité. Je prenais l'exemple de DPD tout à l'heure avec des robots mobiles. Souvent, on nous dit, mais vous remplacez les humains qui livrent les colis, qui trimballent les pneus d'un point A à un point B dans l'usine. Mais la question, c'est qui a envie de le faire? Alors, peut-être pas toi, pas moi, mais le fait est que les directeurs d'usine et les directeurs de centre, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, personne. Du coup, c'est du travail intérimaire que personne ne veut faire et qui change. C'est dur, et les gens restent 15 jours, 3 semaines, et après, ils font du no-show, ils ne viennent plus parce que personne n'a envie de le faire, et dans notre société, plus personne n'a envie de faire ça. Donc c'est un peu ça, c'est mon intuition sur la partie émergente. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne veut plus faire parce qu'on considère que c'est laborieux et que c'est voilà. Et en fait, c'est là où la robotique a du potentiel. Mais ça va de assister la personne, une personne âgée qui peut, enfin, on peut imaginer très loin, hein, mais qui a besoin à la fois de compagnie. Si on se souvient des petits chiens robotisés au Japon qui accompagnaient les personnes âgées il y a 10 ans, 20 ans, des choses comme ça, mais juste tondre la pelouse à l'extérieur, par exemple. Aujourd'hui, on sait faire des robots qui tondent la pelouse, mais en fait, ils sont hors de prix par rapport à l'usage qu'on en a. Pourquoi c'est hors de prix? Parce que tondre la pelouse, vous avez besoin de le faire 1 heure par semaine. Maintenant, imaginez que vous avez un robot à la maison qui est capable de, entre autres, prendre la tondeuse pour faire tondre la pelouse. Juste, du coup, les génériques, c'est pas la question de je suis un robot tondeuse, c'est je sais prendre une tondeuse pour tondre la pelouse, et qui après prend l'aspirateur. Et c'est ce niveau-là, on va dire, qui peut permettre de... Une sorte de couteau suisse robotisé, quoi. C'est autonome. Ouais, c'est ça. Alors, je vais pas aller sur le robot humanoïde, mais... Je sens bien que ça va... Mais en tout cas, un robot porte-outil plutôt qu'un robot-outil, en fait. Sacha, les robots mobiles de Meanwhile, c'est mature, on les retrouve dans les couloirs des hôpitaux, dans l'industrie. Dans les établissements recevant du public de manière générale. Ils font leur job. Oui. Ils font leur job, donc là, ça fonctionne. Quels seront les futurs robots de Meanwhile à 5, 10, 20 ans? Est-ce qu'ils manipulent des choses? Est-ce qu'ils prennent des choses? Est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'on leur parle? Est-ce qu'ils vont bien faire ce qu'on va mal leur expliquer? Comment ça va être, ces robots, Sacha? Alors, déjà, on va dire à court moyen terme, plutôt court que moyen, ils pourront transporter des charges de plus en plus lourdes. D'accord? Dans un hôpital, nous, aujourd'hui, nous transportons des dispositifs médicaux, des médicaments, des poches de chimiothérapie. Par contre, nous ne transportons pas du linge sale. Donc ça, le linge sale, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le système, on parle de véhicules autonomes guidés, des AGV, qui existent depuis une cinquantaine d'années dans l'industrie, et donc qui existent aujourd'hui dans les hôpitaux, qu'on appelle les tortues. Voilà, pour eux, ça ressemble à des tortues. Sauf que ces machines-là sont très onéreuses en coût d'acquisition, en coût de possession. En coût de possession, pourquoi elles sont très onéreuses? Parce que la société qui vend la solution vient s'installer à demeure dans l'hôpital avec un certain nombre de techniciens pour maintenir la solution. Et en plus, ces solutions ne peuvent être utilisées que dans les couloirs où il y a du professionnel et pas le public. D'accord? Donc demain, à mon avis, pareil, une intuition, je pense qu'il y aura des robots qui seront de plus en plus sécuritaires, qui ont la capacité de transporter davantage, qui seront, je suis totalement d'accord avec toi Rémi, ce sera des systèmes de couteaux suisses qui seront capables d'aller porter lourd, mais aussi léger, peut-être en se splittant. Je ne veux pas trop raconter des choses ici, mais voilà, on peut imaginer plein de choses. Et naturellement, ce seront des robots qui seront toujours au plus près des gens et capables de délivrer les personnes elles-mêmes. Aujourd'hui, rien techniquement, c'est juste un problème organisationnel qui l'empêche dans les hôpitaux, mais rien techniquement n'empêche d'aller délivrer un médicament donc dans un terroir sécurisé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, à un personnel de santé précis, d'accord, où qu'il soit. Il suffit de géolocaliser la personne et puis le robot va à la personne. Sauf qu'aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas prêtes, ne sont pas équipées dans ce sens-là. Donc on va
délivrer le médicament dans le service. On s'arrête là. Par contre, demain, d'ici 2-3 ans, je pense que là, il y aura une prise de conscience, il y aura des moyens, il y aura un partage de moyens avec des technologies qui vont servir à ceci, mais aussi à d'autres choses, comme la géolocalisation, par exemple. Et effectivement, le médicament sera délivré à la personne elle-même. D'accord ? Le robot humanoïde est un autre sujet, donc je répondrai seulement quand tu poseras la question, si tu la poses. Tout à l'heure, on a parlé de la question un peu sociétale. C'est important, il faut quand même revenir dessus parce que il y a des personnes ici qui ont peut-être des productions automatisées, etc. Elles vont se retrouver face à un dilemme ou en tout cas des questionnements peut-être d'opérateurs, de salariés, de collègues, de collaborateurs. Oui, mais et le personnel dans tout ça, en fait? Comment, par exemple, alors c'est peut-être confidentiel, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a eu ce questionnement avec certains des clients? Parfois, toujours? Oui, oui. Enfin, naturellement, enfin, de manière incontournable, lorsque vous rentrez dans un hôpital et qu'on vous expliquait au personnel de santé que vous allez mettre un robot dans les couloirs avec des enfants de 3 ans là, qui échappent au regard de leurs parents, là, enfin, naturellement, les gens vous regardent et disent vous êtes complètement malade, quoi. Sauf qu'au bout d'une semaine, ces mêmes personnes, je vous le garantis, hein, c'est des faits, viennent vous voir en disant vous me sauvez la vie. Parce qu'effectivement, il y a une acceptabilité du fait qu'on va répondre à un gros caillou épais qu'ils ont dans la chaussure depuis des années et des années, bah, naturellement, ils deviennent, comme je le disais tout à l'heure, votre plus grand défenseur. Enfin, n'oubliez pas qu'un personnel de santé, enfin, un infirmier, une infirmière qui passe son diplôme d'infirmier d'État, il signe pour 2 choses. Enfin, moi, c'est comme ça que mon épouse, qui était infirmière à l'époque, qui m'a donné l'idée de Meanwhile, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est comme ça qu'elle l'exprime. J'ai signé mon diplôme pour être à côté du patient, pour autant que faire se peut, le soigner, parce que, hélas, ce n'est pas toujours possible. Hein, voilà, c'est la réalité de leur monde, et soulager leur douleur. D'accord, c'est leur mission. Elles veulent que ça, hein, tout ça. Et sauf que sur une nuit de 12 heures, vous lui demandez de faire un semi-marathon. Donc quand, effectivement, vous lui permettez de rester à côté des bébés lorsque la personne est infirmière aux urgences pédiatriques, naturellement, elle bénit votre solution. D'accord ? Et donc ça a une importance, c'est que vraiment, c'est, comme le disait Rémi tout à l'heure, la nouvelle technologie permet d'être au plus près des gens. Hein, ce qui était interdit il y a 10 ans en arrière, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Hein, il y a 10 ans en arrière, cette technologie, nous n'avions pas le droit de l'utiliser. Et c'est seulement parce qu'il y a eu des modifications de directives machines, de normes et de législation qu'aujourd'hui, effectivement, nous pouvons apposer des plaques CE sur ces systèmes. Rémi, les systèmes de vision intelligents que tu proposes, est-ce que tu as eu ce questionnement sur, il y avait peut-être des personnes qui avaient une acuité visuelle suffisante et qui avaient un mouvement excellent? Et est-ce que tu les remplaces? Est-ce que tu les assistes? Est-ce que tu les augmentes? En fait, on a quasiment tout le temps ce questionnement-là parce que c'est comme chez l'humain. La vision ne s'arrête pas à la vision. La vision, chez l'humain, chez nous, c'est notre premier sens. Ce qui fait que quand vous fournissez à une machine une meilleure vision, vous lui fournissez une meilleure capacité d'action. Donc indirectement, même si on fait que de l'observation et de la vision, on permet aux machines de faire plus de choses. Donc évidemment, c'est sur nous, entre guillemets, pas que, mais que retombe la question de « mais si vous permettez ça, c'est quoi les conséquences ?» Et en fait, je pense que Sacha, c'est le bon point de vue, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question globalement, dire est-ce que les robots remplacent des emplois ou autre, ça n'a pas trop de sens. Par contre, dès que quelqu'un m'a posé cette question, je lui ai demandé, ok, mais dans ton cas particulier, raconte-moi ce que c'est et on en discute. Et en fait, c'est une surgénéralisation et à chaque fois qu'on va dans les cas particuliers, on ne met pas des robots partout en vrai, on les met dans des endroits où ça a du sens. Et souvent, les endroits où ça a du sens, c'est parce que on n'a pas envie d'y mettre un humain. Donc aujourd'hui, on y met un humain, mais à défaut d'autre chose en fait. Nous, on travaille avec une boîte qui fait de l'inspection sous-marine, de barrages, de choses comme ça. Vous n'avez pas envie aujourd'hui d'envoyer un plongeur au fin d'une conduite forcée juste avant une turbine. Parce que en fait, c'est impensable de faire courir ce risque à un humain aujourd'hui. Et en fait, tous les cas
particuliers qui finalement constituent le cœur de ce qu'on fait sont des cas comme ça où je crois que les Anglais ils ont une expression pour dire ça, je ne me souviens plus, mais en gros c'est tout ce qui est ennuyeux, dangereux ou que personne n'a envie de faire ou qu'on ne laisse pas faire les gens aujourd'hui. Alors, je te le confirme, on n'avait pas répété, mais j'ai accompagné un porteur de projet il y a quelques années, Sireka, Stéphane Léal, qui était plongeur scaphandrier, qui a monté un système pour retrouver les plongeurs, parce qu'il en avait marre d'aller aux enterrements de ses collègues. Donc on peut imaginer que là, dans ce cas-là, on peut imaginer que le métier de scaphandrier, idéalement, sauf pour des cas spécifiques, on va peut-être le remplacer par des machines automatisées, on peut imaginer. Et il y a un truc que j'ajoute, à chaque fois j'ai l'impression de sortir le cas particulier où ça se passe bien, qui cache la montagne où ça se passe mal, mais j'ai du mal à trouver des cas. Du moins, en fait, si on devait faire du mal avec de la robotique, on l'a déjà fait. Franchement, ça fait 50 ans qu'on remplace des chaînes automatisées et des ouvriers par des robots. C'est déjà fait. Souvent, je suis un peu, surtout dans un salon comme celui-là, je suis un peu provocateur, mais souvent on me dit mais tu vas tuer l'industrie avec des robots. Et souvent je réponds par une autre question qui c'est quelle industrie? En fait, c'est qu'est-ce qui reste en France? Et pour moi, la robotique, on va créer plus d'emplois en réindustrialisant, même si on ne réindustrialise qu'avec la moitié de personnes et la moitié de robots, plutôt qu'avec un hypothétique que des humains, mais qui en vrai ne se passe pas et ne se passera pas s'il n'y a pas de robots. Parce que c'est pas compétitif, parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a plein de choses. Une des raisons pour laquelle on fait en Chine et qu'on ne fait pas en France, une des raisons, c'est parce les niveaux de vie et ce qu'on accepte de faire vivre aux gens en Chine est inacceptable en France aussi. Enfin, faut se l'avouer. Je rebondis sur ce que disait Rémi. On va pas arrêter de rebondir, mon pauvre Rémi. On va se prendre pour les moutons. Je me permets de citer Charlie Chaplin, qui est un génie. Il y en a quand même un certain nombre qui nous ont précédés. En 1931, enfin surtout moi, en 1931, il fait un tour du monde dans le cadre de la promotion d'un film qui s'appelle Lumière sur la ville. Donc c'était extrêmement rare, hein, vous imaginez à l'époque, il y a 90 ans, de faire un tour du monde. Et quand il revient aux States, donc les journalistes lui tombent dessus et lui disent « Ah, vous avez fait le tour du monde, qu'est-ce que vous avez vu ?» Et il y a une des phrases qui reste aujourd'hui vraiment encore, on va dire qui a tout son sens. Il disait « J'ai vu un monde industrialisé avec des machines qui, au lieu de créer le bien, créent le chômage et le mal. » Et ça, c'est Charlie Chaplin, 1931. Et c'est suite à cette réflexion qu'il décide de faire un film que vous connaissez tous, qui s'appelle Les mondes modernes, Les temps modernes de Charlie Chaplin en 1936. Voilà. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait dernièrement, à regarder Les temps modernes. Ça fait 1h14 de mémoire, donc c'est assez court. Et c'est incroyable comment Charlie Chaplin, en 1936, déjà, il vous montre une grande partie de ce que vous voyez dans ce salon-là. Et notamment au niveau informatique, sachant ce qu'était l'informatique en 1936. C'est du pur génie, quoi. Et donc tout ça, il l'avait anticipé, et déjà, il nous invitait à réfléchir sur la place de la machine et la place de l'être humain. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Les machines au service de l'être humain, et pas à la place de l'être humain. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de prendre quelques questions, quelques réflexions dans la salle. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Je ne sais pas si ça suscite des réactions sur à la fois la technologie, l'usage actuel. On a parlé des usages actuels, sur ce qu'on imaginait que pouvait être le futur de cette robotique, ou même est-ce que c'est, si je pose la question à chacun de vous, est-ce que tout le monde est d'accord pour lever la main pour dire que la robotisation c'est bien, qu'il en faut absolument en fait? Est-ce que tout le monde va lever la main pour ça? Vous, oui. Monsieur là-bas, oui, lève la main. C'est bien parce que ça reste timide. Il va pratiquement se retrouver avec le micro parce que vous êtes tout seul. Expliquez-nous pourquoi, pour vous, c'est absolument bien, alors que je pense les autres ne pensent pas complètement l'inverse, mais je pense sont interrogatifs sur la question. Non, mais étant dans un monde industriel, on est déjà fortement automatisé et on se projette vers des évolutions comme vous venez d'évoquer. Donc oui, c'est quelque chose qui est dans notre actualité et pour lequel ça fait déjà plusieurs mois qu'on a débuté cette réflexion. Donc oui, on est naturellement convaincus, je pense, et dans cette dynamique. Vous êtes dans quel domaine? La plasturgie. La plasturgie.
Alors la plasturgie, effectivement, il y a de l'automatisation depuis un moment, et vous pensez que ça a été plutôt une bonne chose, et cette automatisation, cette robotisation intelligente, pour vous, c'est une continuité, c'est une bonne chose, notamment, je pense à la réindustrialisation, relocalisation, etc., où vous maintenez un niveau d'industrie sur le territoire. Après avoir robotisé nos process, ça a été la première étape avec des robots ancienne génération, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Maintenant, on en vient à robotiser d'autres phases qui sont les flux. Et voilà, on poursuit le déroulé, on va dire, d'une robotisation pas à pas, en faisant attention aux étapes. Mais oui, c'est un flux très logique. Alors, s'il y a une robotisation sur les flux, une réflexion, vous avez des choses à vous dire avec Sacha Stojanovic, je pense. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on est là. Eh oui. Sur les dubitatifs, monsieur là, qui n'avait pas levé la main sur le fait que c'était une bonne chose. Hein. Donc on va peut-être avoir un avis plus contrasté, on va dire. J'étais un peu assoupi, excusez-moi. Ah, c'est la digestion. C'est ça. Non, c'était passionnant. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rebondis sur deux choses, la dimension sociétale et puis le côté un peu provocateur. On approche d'une nouvelle élection présidentielle. Et il y avait un candidat à l'élection présidentielle précédente, Benoît, vous voyez la question venir, qui avait émis l'idée de taxer les robots. Ce qui peut en première approche paraître complètement incongru, mais voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard sur moi j'ai un sur ce avis, mais point-là? c'est eux qu'on interroge. Non, mais quand je dis vous, c'est... Alors, qu'est-ce qu'un robot? Alors moi, je suis automaticien à la base, 96. J'ai installé une ligne automatisée à Uusikaupunki en Finlande. Enfin, Fallait pas le lancer. Hein. Uusikaupunki qui veut dire nouvelle ville en finnois. Et c'était bourré d'automates. Il y avait quelques robots. Donc, ok, taxons les robots. Mais alors, ok. Mais un robot, c'est quoi? C'est du microprocesseur avec des cartes électroniques. Ok, donc on y va aussi pour les automates, les API, les PLC. Finalement, toutes les cartes électroniques, tout ce qui mouline à la place d'un être humain, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. Robotique, il ne faut pas l'oublier, hein, robotique. Et je pense que les gens ne connaissent pas l'histoire. Enfin, les gens qui sont des potentiels élus, je suis désolé, faut que je fasse attention, il est peut-être dans le coin. Ils ne connaissent pas l'histoire de la robotique. La robotique, le terme de robot, alors je suis désolé, je vais prendre 15 secondes, c'est 1921. On fête les 100 ans du mot robot. Okay, ça vient de Robota, des frères Čapek, qui est Karel et Alex Čapek, qui étaient un metteur en scène et un acteur tchèque, et qui décident de faire une pièce de théâtre qui s'appelle Rour, et où ils inventent le terme de robota, qui en réalité en langue slave veut dire servitude, au service d'eux, etc., dans un monde où il est interdit d'asservir les gens. D'accord. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On parle des bonnes de chambre, des valets, des cochers, etc. Et où, effectivement, une classe sociale avait assez d'argent pour pouvoir mettre de l'argent et développer le robot humanoïde. Un robot humanoïde, c'est un pléonasme. Le robot, il y a 100 ans, il était humanoïde. Okay, ça a duré 50 ans dans l'histoire, avec tout ce qu'on a pu imaginer, etc. Le robot industriel, le terme de robot industriel, ils se battent entre Unimation, qui a été rachetée par Stobli, qui revendique le terme de robot industriel, et un certain monsieur Burch, où on retrouve des patents aux États-Unis, qui lui, ma foi, avait peut-être copié d'ailleurs Unimation, et où lui, de ce que j'ai compris dans les brevets qu'il a déposés, dépose le mot de robot industriel. Le mot robot avant, c'était un robot humanoïde, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemblait à vous et moi, d'accord? Et c'est lui qui a eu le génie de dire non mais attendez, c'est un robot. Et alors là, du coup, naturellement, tout le monde en a parlé, hein, d'accord? Mais c'est quoi? Unimation, la même chose, hein, à 3 boulons près, machine automatique. Donc il n'y a pas de différence. C'est marketing. La différence, c'est marketing. Donc ok, alors à ce moment-là, on taxe tout. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est un point de vue, hein, naturellement. Mais on ne peut pas dire on taxe que les robots industriels, pour moi. Ça s'appelle la TVA, non? La TVA, effectivement, tu as raison. C'est une double taxe. Voilà. Oui, peut-être juste pour compléter. Oui. Ce que j'avais compris, c'était toujours dans la logique de la question à laquelle vous avez répondu, c'est-à-dire prendre la place ou prendre l'emploi d'un humain. Et donc, comme l'humain n'a plus d'emploi,
et qu'il faut quand même qu'il ait un revenu minimum de subsistance, parce que c'était ça l'idée de base, on taxe celui qui lui a. Alors, Et ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous m'apprenez aujourd'hui, c'est que vous voyez plutôt quelque chose de complémentaire Oui, c'est compliqué. et que les robots vont peut-être créer des emplois différents Bien. et remplacer des jobs que plus personne ne peut, ne veut. En tout cas, c'est leur conviction. Alors, Voilà. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce. Ouais. Alors moi, Merci. Après, c'est petit point aussi, c'est un robot, il ne s'appartient pas à lui-même. Le problème, c'est qu'un humain qui travaille, ça capte des profits pour lui, et le robot capte pas les profits. La question, c'est où vont les profits d'un robot? Et pour moi, le problème, c'est pas de taxer le robot et de son usage, mais c'est de juste... Enfin, c'est un appareil de production, hein, et à qui appartient l'appareil de production? Alors, je ne vais pas citer Marx, hein, mais c'est juste un super outil, mais ça reste un outil et c'est pas lui qui capte la valeur. Donc, ce que la robotique fait, c'est qu'elle change les flux de revenus et les flux de valeur. Mais la question, c'est quelle structuration on veut. Et après, on vient à la question de la taxe. Et là, c'est une question ouverte. Et est-ce que la taxe est un bon moyen de le faire? Je ne suis pas sûr qu'il faille quelque chose de particulier, de nouveau pour ça, parce que, je le disais sous la forme d'une boutade, mais la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Si le robot ajoute de la valeur, on taxe cette valeur ajoutée, et c'est déjà le cas. attends, il y a Bon, une bonjour. question. Oui, oui. Merci. Je suis en dehors de la salle. Une question pour compléter la précédente sur la place de la robotisation dans la société, parce que finalement, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Quid aujourd'hui de la robotisation et de l'économie circulaire, notamment, on ne va pas le nier, en pénurie d'un certain nombre de ressources. Donc ça en capte un certain nombre. Je vous ai entendu dire que on pouvait plutôt répandre ces robots, on peut aussi les mutualiser. Enfin voilà, comment vous voyez l'économie circulaire dans la perspective du développement de vos technologies? Alors, l'économie circulaire et l'économie circulaire, hein. C'est-à-dire qu'on va réutiliser quelque chose qui est au bout d'un moment et le réinjecter. Et on réduit l'utilisation des ressources associées Exactement. et d'énergie. Voilà. Donc, voilà. Il y a le robot en tant que produit. Voilà. Et ce que apporte le robot dans l'économie circulaire? Dans une usine, dans un établissement de santé, il n'y a pas d'économie circulaire à vraiment parler, puisque l'outil de production, le matériel appartient à l'entité qui va s'en servir. Après, de manière plus large, si effectivement les robots sortent dehors et que l'on regarde ce qui se passe, ce qu'essaie de développer DHL, UPS, etc., on peut imaginer peut-être que dans les villes, plus tard, il y ait un système de livraison qui soit un peu quelque chose ressemblant à une économie circulaire. Sauf, la problématique, c'est qui va vouloir en tirer profit. Si c'est un DHL, un UPS qui décide de développer son propre modèle, nul doute, je les aime beaucoup, hein, mais nul doute qu'ils vont vouloir tirer les marrons du feu, voyez-vous. Par contre, si vous avez un JC Decaux, par exemple, hein, c'est pas parce que ils ont beaucoup travaillé sur la région lyonnaise que je les cite, mais un JC Decaux qui va se mettre en ligne avec la ville, notamment la mairie, et mettre à disposition des robots de livraison pour l'ensemble des citoyens d'une commune, en échange parce qu'ils ont mis de la publicité, c'est leur modèle économique, là, vous pouvez dire, là, il y a peut-être quelque chose à gagner. Parce que finalement, est-ce que avoir un job, et c'est on va dire une idée, enfin une conviction personnelle, mais avoir un job sur lequel on est sur un vélo, la nuit, en ce moment sur Lyon, pas équipé d'une lumière, et où on va délivrer des hamburgers à des personnes qui ont décidé de rester chez eux et de ne pas faire quelques centaines de mètres pour aller le chercher, est-ce que c'est un vrai job, vous voyez, qui profite aujourd'hui plus à une structure qui fait croire qu'elle embauche des personnes alors qu'elle ne les embauche pas, voyez-vous? Là, effectivement, on va plutôt rentrer dans quelque chose, pas forcément d'une économie circulaire, mais peut-être quelque chose qui va ressembler à quelque chose de plus RSE. Et quand je dis RSE, c'est plus socialement responsable, voyez-vous. C'était plutôt la vision de votre business dans le cas de la pénurie de matières, si vous préférez. Comment optimiser les matières? Est-ce que ce n'est pas une captation? Non, madame, parce que un robot, c'est 10 ans. Et donc, lorsqu'on se projette sur 10 ans, on ne parle pas d'une économie circulaire, je ne parle pas d'un pull que j'achète, il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne parle pas d'un pull que j'achète et que je vais mettre une saison, voire moins, et que finalement va finir dans mon placard, et dans la grande majorité des cas, à la poubelle au bout d'un moment.
sans avoir été réutilisé, mais on parle d'un robot qui a une durée de vie de 10 ans. Et donc, si vous voulez, Par l'économie contre, le circulaire... robot contribue, lui, à faire, par exemple, du tri de, du tri de déchets, par exemple, ce qui est très important, ce que personne ne veut faire. Et là, par contre, en termes de recyclage, etc., c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent. Voilà. Non, ouais, c'est ça. En fait, c'est là où il ne faut pas voir les robots comme... On parle souvent de la partie automatisation et remplacer des humains, mais il y a une partie que les robots peuvent faire et qui, aujourd'hui, n'est pas fait, en fait. Et c'est là où je dis souvent, c'est un outil... On va devoir faire et qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça. C'est un outil, on fait ce qu'on en veut. Si on veut l'insérer dans une économie circulaire, il y a plein de choses à faire. Pourquoi aujourd'hui l'économie circulaire? Il y a plein de choses pas viables. Je parle, et encore ça se discute, de les consignes, les choses comme ça. C'est parce qu'il y a des coûts associés qui sont ingérables aujourd'hui. Et la robotique a une solution pour répondre à ça. Mais pas spécifiquement. Je ne suis pas en train de dire la robotique c'est la solution pour ce truc-là. Je suis juste en train de dire c'est un super outil, on peut l'employer pour ça. Et je voulais rebondir sur un dernier truc, c'est par rapport à tout ce qui est énergie grise de fabrication ou autre. Je discutais avec des responsables de Renault et de Valeo la semaine dernière. Et en fait, pour eux, le futur de la voiture autonome, c'est pas la voiture autonome à la Tesla où vous pouvez lire le journal derrière le volant. C'est qu'en fait, vous n'aurez plus de voiture, c'est leur vision, hein. Je retranscris, et qu'on achètera du kilomètre. C'est l'économie de la fonctionnalité. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une voiture qui rouille sur votre parking à peu près 99,9% du temps que vous utilisez 1 heure par jour, je ne sais pas ce que c'est les moyennes d'usage d'une voiture, mais en fait, vous avez des voitures qui vont tourner dans les villes, c'est la vision au terme, et qui sont capables d'être utilisé par plusieurs personnes. Et ça, en fait, vu qu'on augmente le taux d'usage des machines, parce qu'un robot, c'est juste une machine intelligente, si on revient, et ben, si on augmente le temps d'usage d'une machine, on réduit la quantité de machines nécessaires. Merci Rémi, merci Sacha, merci à vous tous. On a dépassé de 5 minutes, mais de toute façon, Merci. on a fait qu'effleurer le sujet. On pouvait en discuter des heures avec vous tous, hein, c'est à peu près sûr. Merci. Et j'espère que cette conférence, qui a juste effleuré donc le sujet, vous a intéressé. Au revoir. Merci Frédéric. Merci. Rémi. Merci.